Donc premièrement, l'interface, la plus générale, c'est, Pléiade Accueil. Donc c'est vraiment l'interface mère de Pléiade. C'est là où on peut, accéder à l'ensemble des fonctionnalités de Pléiade. C'est là où vous allez rencontrer la gestion des licences, que vous soyez sur des licences, gérées localement ou gérées par un serveur de licence, c'est là que tout se passe. Donc si jamais un jour vous êtes en mode démonstration ou autre, vérifiez bien à chaque fois que, vous avez bien ici une licence. Donc si je déroule, qu'il y ait bien écrit normale licence active. S'il y a écrit licence périmée ou en fin d'utilisation, ou alors des fois vous rentrez une licence mais elle n'a pas encore débuté, ou alors vous l'avez pas encore activée, donc il y aura écrit licence à activer immédiatement, etc. Donc bien vérifier à chaque fois si vous avez un problème de licence, souvent détecté par Pléiade qui vous dit que vous êtes en mode démonstration. Vérifiez que voilà, qu'il y a bien écrit licence active pour une licence ou bien même l'ensemble de vos licences. Donc on a ici accès à deux, trois liens de documentation vers les différentes vidéos ou le forum. Vers la configuration, je ne rentre pas dans le détail, mais voilà, il y a quelques configurations qu'on peut mettre en place ici. Et plus important, on a donc sur la gauche ici un volet avec l'ensemble des interfaces de Pléiade, dans lesquelles donc on va avoir bibliothèque, modeleur, résultat. Donc ça c'est les trois plus courantes, celles qu'on utilise 95% du temps. Et on a mis en plus petit éditeur, BIM et ACVECAR, parce que c'est des choses qui sont très peu utilisées ou alors qui sont devenues obsolètes, mais pour des problèmes de compatibilité ou des gens qui ont déjà fait des choses avant dans ces interfaces-là, on préfère les laisser. Donc je vais commencer par la partie bibliothèque. Je fais tout. Donc la bibliothèque, c'est ce qu'on appelle ici la bibliothèque générale. Donc elle n'est pas du tout liée à un projet, elle est vraiment sauvegardée sur votre ordinateur, et donc chacun a sa propre bibliothèque. Et souvent on y retrouve des bibliothèques, donc des éléments, des projets qu'on a déjà saisis et qu'on a envie de garder. Donc tout ce qu'on a envie de garder pour d'autres projets, qu'on veut utiliser pour n'importe quel projet sur Pléiade, on va le sauvegarder dans la bibliothèque générale. On va voir dans le modeleur qu'il y a une bibliothèque du modeleur, donc on appelle bibliothèque projet, et à chaque fois on peut communiquer entre les deux. Mais dès lors que on veut sauvegarder quelque chose sur du long terme, on viendra toujours la mettre dans la bibliothèque générale ici. Euh, je rentre vraiment pas trop dans les détails pour pas que ce soit trop long, mais voilà, vous allez retrouver dans cette bibliothèque vraiment la même chose que ce qu'il y a dans le modeleur, donc les mêmes parois, menuiseries, ponts thermiques, etc., avec tout ce qu'il y a à l'intérieur. Pensez que si jamais vous l'utilisez, que vous pouvez ici cocher ou décocher les choses à afficher. Si par exemple je ne fais que des calculs d'STD, ça sert à rien que je laisse cocher RT 2012, RE 2020, etc. En fait, si vous décochez tout ce qu'il y a ici, petit à petit, ça va enlever des éléments qui sont présents dans le menu déroulant de la bibliothèque pour ne mettre que ce qui concerne la STD. Et donc au moins, ça va éviter que vous ne remplissiez des cases qui en fait ne sont pas utilisées en STD par exemple. Voilà, c'est bien de des fois juste faire un pré-filtre là-dessus. Dans la bibliothèque générale, on retrouve aussi la possibilité d'avoir une synchronisation avec le serveur. Donc, cette synchronisation avec le serveur, il faut la paramétrer au préalable. Il faut installer donc un serveur de données sur un serveur de votre entreprise ou sur un ordinateur. Mais le problème, c'est que si c'est sur un ordinateur, s'il est éteint, cette fonctionnalité ne fonctionne pas. Et donc cette synchronisation de la bibliothèque, elle permet de partager des choses entre vous et vos collègues ou d'autres personnes extérieures à votre entreprise. Il suffit que chacun soit connecté sur ce même serveur. Et vous voyez, par exemple, ici, j'ai ma bibliothèque locale, ma bibliothèque serveur, et je peux faire des échanges. Donc, par exemple, récupérer la laine de verre. Je vais récupérer depuis le serveur. Donc là, maintenant, en local, j'aurai bien ces deux matériaux, donc laine de verre. Je peux faire des échanges dans les deux sens, bien sûr. Il y a cette même fonctionnalité donc pour la bibliothèque ou pour les résultats que je pourrais montrer après. Euh,
pense que c'est un peu tout sur la partie bibliothèque générale. On pourra, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je ferai un tour à la fin de la présentation. Après, on a la partie modeleur, donc je pense que vous devez tous à peu près connaître cette partie-là. Euh, Ce que je peux dire sur l'interface du modeleur, donc c'est on a accès en fait dans le modeleur à l'ensemble des modules de calcul. Ce qui est un peu la particularité du logiciel Pléiade, c'est qu'en fait Pléiade c'est un seul logiciel pour l'ensemble des calculs. Donc tout ce qu'on a à faire, généralement, se trouve dans le modeleur. Ici, on a accès dans la partie module à tous les modules, donc on peut cocher ou décocher en fonction de ce dont on a besoin. Le seul module qui n'est pas présent dans le modeleur, et dont je parlerai un tout petit peu après, c'est l'ACV équerre. Donc dans le modeleur, bon, je n'ai pas grand chose de particulier à dire sur l'interface générale du modeleur, à part qu'il est organisé, on va dire, en onglets. Donc on a au-dessus des onglets, donc l'onglet des modules, l'onglet bibliothèque, donc j'en parlais tout à l'heure. Là pour l'instant dans la bibliothèque il n'y a pas grand chose, c'est parce que j'ai pas sélectionné de module. Donc, si je coche la STD par exemple, on retrouve donc la bibliothèque la même, le même menu déroulant que ce qu'on avait tout à l'heure en bibliothèque générale. La partie plan, où il y a ici dans le plan, donc on a des outils sur la gauche, des typologies d'affichage sur la droite, et ici en bas des feuilles, donc c'est des feuilles qui permettent d'autres types d'outils. À chaque fois ça change les outils qu'on a sur la droite. Et après, donc tous les autres modules, ça va être les modules de calcul, d'affichage de la 3D et le module pour lancer les calculs. Ce que je peux dire sur le modeleur, c'est que c'est en fait l'interface entre l'utilisateur et la modélisation. Donc c'est là où nous, utilisateurs, on arrive à communiquer avec le logiciel pour lui dire ce qu'on veut faire. Par contre, le modeleur, c'est pas l'interface entre la modélisation et le moteur de calcul. Entre ça, en fait, entre ce qu'on voit en 3D dans le modeleur et ce qu'on envoie au moteur de calcul, il y a en fait une sorte de logiciel caché. Enfin, on vient juste renseigner toute la saisie un peu comme en langage simplifié, on va dire. Et après, ce langage simplifié, il peut être communiqué au moteur de calcul. Et donc, cette interface un peu cachée s'appelle l'éditeur. On le retrouve ici. On y a accès ici en caché, la partie éditeur. Et donc, principalement, enfin, on y va presque jamais. Hein, donc la plupart d'entre vous, peut-être que vous n'y avez jamais mis les pieds, ou alors juste pour voir qu'est-ce qu'il y a. Ce que je peux dire sur l'éditeur, c'est que effectivement, on n'a pas de raison d'aller voir dans l'éditeur qu'est-ce qui se passe. Pour la simple et bonne raison que c'est une façon de saisir qui est très très vieille pour nous dans Pléiade. Hein. C'était la façon de saisir il y a à peu près 10 ans, 15 ans peut-être. Mais maintenant, tout se passe sur le modeleur. Par contre, des fois, s'il y a vraiment sur des projets un peu complexes, ou alors quand on se pose des questions pour savoir vraiment qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est exactement envoyé au moteur de calcul, ça vaut le coup des fois d'aller voir à l'intérieur de Pléiade Editor. Alors je vais juste vous montrer à quoi ça ressemble un projet dans l'éditeur. Et du coup, ça va me faire une transition vers Pléiade Résultats, dont on a accès ici. Alors moi, je l'ai déjà ouvert sur mon poste. Je vais aller ouvrir un projet donc dans Pléiade Editor. Et bon là, je suis un peu en train de mélanger les différentes interfaces. Mais pour ouvrir un projet dans l'éditeur, je peux directement faire un clic droit sur un de mes résultats dans la bibliothèque des résultats. Enfin, dans Pléiade Résultats, et à faire ouvrir avec l'éditeur. Donc là, j'ai ouvert le même projet dans l'éditeur, donc c'est en train de se charger. Et ce que je peux faire, tiens, ça va être de ce même projet-là, je vais l'ouvrir dans le modeleur aussi, donc on va voir en fait la différence entre les deux. J'ai pas une machine de guerre, donc ça prend un peu de temps de chargement. Ça me laisse le temps de regarder un peu les compteurs au cas où.
Oui, donc à la question de quand on fait un calcul via l'éditeur, on perd la modélisation 3D, effectivement. Il y a cette notion de tout ce qu'on fait dans le modeleur peut être retrouvé dans l'éditeur, donc on peut simplifier la saisie 2D ou 3D vers l'éditeur. Par contre, à l'inverse, on ne peut pas recréer une 2D ni une 3D depuis une saisie éditeur. Dans un sens, c'est toujours possible, mais pas dans l'autre. Je sais pas pourquoi c'est aussi long à charger l'éditeur, donc j'aurais préféré quand même montrer le modeleur avant. Désolé, je sais pas pourquoi c'est aussi long. C'est pas grave, je vais répondre aux autres questions. Comment faire une liste de favoris dans la bibliothèque générale? Il y a, il y a pas de favoris dans la bibliothèque. Si je regarde par exemple, je sais pas moi, des compositions que j'ai, il y a pas de notion de composition favori ou pas. On retrouve juste des dossiers, sous-dossiers, enfin, dans lesquels on a différents éléments. Alors là pour les compositions, mais ça marche pour tout le reste. Mais non, il y a pas de favori. Il faut juste bien trier en fait ce qu'on veut mettre dans les différents dossiers pour s'y retrouver plus rapidement. Bon, donc voilà, le modeleur s'est chargé. Donc si je montre rapidement donc ce qu'on a dans le modeleur, on a des différents niveaux avec donc un dessin. Donc là, ça a l'air d'être une maison avec une cave. On a la 3D qui va avec. Bon, là, il y a des erreurs, mais c'est pas grave. Donc là, on a vraiment une modélisation 3D, 2D avec différentes saisies de systèmes, etc. Et quand on va voir dans l'éditeur, on retrouve plus du tout de partie 2D ni 3D. On retrouve simplement donc la même saisie de système. Et par contre, on va retrouver des pièces dans lesquelles on va avoir des parois et dans lesquelles on va avoir peut-être des fenêtres ou des portes. Et c'est tout. Il n'y a vraiment rien de plus. Par contre, on retrouve bien les bonnes surfaces de parois, etc., etc. Là où dans le modeleur, par exemple, si je regarde ma salle de bain, je n'ai que des segments, parce qu'en fait, ma salle de bain elle est composée d'un dessin qui a été fait sur le plan, et donc qui a été fait avec des segments. Donc je n'ai pas accès enfin, à tous les détails que j'ai dans l'éditeur. Dans l'éditeur, donc dans ma salle de bain, j'ai par exemple une façade dans laquelle il y a ma fenêtre. Quand je clique sur ma façade, j'ai toute une liste de détails sur cette façade-là que je n'ai pas dans le modeleur. Alors je dis que je l'ai pas dans le modeleur, mais en réalité, il y a une interface cachée dans le modeleur qui permet de quand même y avoir accès. C'est un peu comme visualiser l'éditeur, mais sans ouvrir l'éditeur. Et ça, c'est ce qu'on appelle la géométrie exportée. La géométrie exportée, c'est un petit calcul qui permet en fait de montrer ce qu'on pourrait voir dans l'éditeur. Quand on est en géométrie exportée, tout devient grisé puisqu'on ne peut plus faire de modifications. Ce n'est que de la visualisation de ce qu'il pourrait y avoir dans l'éditeur. Là, si j'affiche ma salle de bain, je retrouve la même chose que ce que j'ai dans l'éditeur. Je retrouve ma façade avec la fenêtre. Et là, je peux visualiser sa surface réelle. Donc ça, c'est la surface qui va vraiment être envoyée au moteur. Si je vais dans un 3D et que je clique sur cette façade de 5, bon, je sais pas trop où elle est exactement, mais je pourrais cliquer dessus, ça m'afficherait une surface, mais ça va pas être la surface qui va être vraiment prise en compte par le moteur de calcul. Parce qu'on on va faire derrière des calculs en fonction des angles, de l'épaisseur de la composition, etc. Les surfaces, elles changent entre la 3D et vraiment la surface de référence du calcul, donc vraiment la surface déperditive de la paroi. Donc voilà, la géométrie exportée, c'est une prévisualisation de l'éditeur. Et la plupart du temps, quand on se pose des questions sur ce qui se passe vraiment dans le calcul, il suffit de se mettre en géométrie exportée et ça suffit, on n'a pas besoin d'aller voir dans l'éditeur. Voilà, c'était la petite parenthèse éditeur, mais qui m'a permis enfin la parenthèse dans le modeleur, mais qui m'a permis de vous montrer l'éditeur. Ce qu'il faut aussi savoir sur le modeleur, en tout cas, bon là c'est plutôt un conseil de saisie pour pas perdre de temps. Vous avez vu sur mon ordinateur, le modeleur, il a pris quand même pas mal de temps à s'ouvrir. Donc si jamais j'ai plusieurs résultats, donc là, si je reviens dans mes résultats, j'ai plusieurs calculs. C'est un calcul d'audit, donc j'ai plusieurs calculs. Si je veux ouvrir un autre de mes calculs, donc ouvrir le modeleur qui a permis de lancer ce calcul-là, je vais pas fermer le modeleur pour aller chercher l'extension .plxm, double-cliquer dessus et rouvrir le modeleur, parce qu'à chaque fois, c'est des temps de chargement. Alors des fois, c'est plus rapide hein, si on a des ordinateurs fixes,
Voilà, sur mon poste, si c'est pour attendre 3 minutes à chaque fois, c'est un peu long. Donc l'astuce de faire un clic droit, ouvrir avec le modeleur, c'est très utile, hein. Ça me permet de rapidement charger ici la variante de mon audit, sans avoir à attendre. Ou sinon, tout simplement, fichier, parcourir, et puis là, vous pouvez aller chercher ce que vous voulez. Mais je sais que je vois souvent des gens qui ferment le modeleur pour après double-cliquer sur un fichier modeleur. Et voilà, c'est juste que ça perd beaucoup de temps pour rien. Aussi, dernier élément assez utile dans le modeleur, ça peut arriver, hein, n'importe quel logiciel est souvent soumis à des bugs. Ça peut arriver que vous soyez en train de saisir quelque chose et que là, le modeleur il plante ou il répond plus et du coup il se ferme. Il n'y a pas d'autre manière que de le fermer. Vous avez dans Fichier ici des sauvegardes automatiques. Toutes les 5 minutes, le modeleur sauvegarde s'il y a eu des changements. Il fait une sauvegarde automatique et par contre il les écrase au bout de 10 sauvegardes automatiques. Donc ça c'est un paramètre qui peut être modifié, hein, les 5 minutes et les 10 sauvegardes. Voilà, sachez qu'à tout moment, si jamais ça a planté, venez dans sauvegarde automatique, vous recliquez dessus et là ça vient ouvrir le modeleur de la sauvegarde. Donc ça c'est assez utile. Je pense que j'ai fini, j'ai fait le tour avec le modeleur. On peut aller voir donc maintenant la dernière partie, que j'ai déjà un peu montré, mais la partie pléiade résultats. Donc pléiade résultats, bon bah peut-être que la plupart d'entre vous l'ont vu aussi. Simplement, bah, ça affiche tous les résultats des différents modules de calcul. Il y a 2-3 trucs à savoir sur pléiade résultats quand même. C'est que quand vous lancez un calcul via un modeleur, on est souvent tenté d'ouvrir un modeleur, de lancer un calcul, mais quand même d'aller dans le modeleur pour faire un petit fichier enregistré sous au cas où pour ne pas perdre notre saisie, qui en fait n'est pas utile. À chaque fois que vous lancez un calcul, dans Pléiade résultats, vous avez vu hein, que moi je peux faire un clic droit pour ouvrir avec le modeleur. En fait, si je peux faire clic droit, ouvrir avec le modeleur, c'est parce que dans les résultats, il y a le modeleur qui a été sauvegardé quelque part. Donc pour voir un peu mieux comment ça se passe, on va aller voir à quoi ressemblent les fichiers de sauvegarde donc, qui sont visibles dans Pléiade résultats. Donc pour faire ça, il faut aller ici dans un dossier qui s'appelle Mes données Pléiade. Donc la plupart du temps, il est stocké dans Documents, donc je vous conseille vivement de le laisser par défaut dans les documents, et surtout pas de le mettre dans un serveur ou dans un Dropbox ou un OneDrive. C'est important parce que sinon, vous pouvez le faire, ça peut fonctionner, mais ça peut aussi occasionner des plantages ou des bugs, parce que Pléiade va essayer de lire un fichier qui est sur votre serveur, qui est en train de faire peut-être une mise à jour, peu importe. Donc ça peut des fois faire des plantages et que vous perdiez tout ce que vous avez pu voir, le travail que vous avez fait. Donc il y a les sauvegardes automatiques, mais parfois voilà, ça ne suffit pas toujours. Donc vraiment ce dossier-là, mes données Pléiade, laissez-le bien en local au plus possible. Donc dans ce dossier mes données Pléiade, on retrouve tout un tas de dossiers, mais le plus important ça va être ce qu'il est résultats config. Donc dans ce dossier résultats config, il y a tous les résultats de tous les calculs que vous avez lancés. Donc il peut être assez gros, hein. Moi j'ai quand même pas mal de dossiers là-dedans. Donc chaque dossier, ça correspond à un dossier de résultats. Donc là, si je regarde, mon dossier s'appelle 00AA Audit OK. Je vais double-cliquer sur ce dossier. Et dans ce dossier, je retrouve encore plein d'autres dossiers. En fait, ça correspond simplement à toutes les variantes que j'ai lancées. Donc là, si je déroule, j'ai 5 variantes. Et donc, normalement, je devrais avoir 5 dossiers. Peut-être qu'il y a des variantes que j'ai dû supprimer. Et là, voilà, vous retrouvez les dossiers qui correspondent. Et donc ici, j'ai ma base et ma base var1, par exemple. Donc j'ai ma base ici et ma base var1. Si j'ouvre le dossier base, c'est la même chose hein, pour les autres, je vais avoir tout un tas de fichiers. Donc là, ce que je vous montre, on n'y met jamais les pieds normalement. C'est juste pour que vous compreniez comment ça fonctionne. Mais ne venez surtout pas ici modifier à la main, ouvrir un fichier texte ou un fichier XML pour le modifier. Sinon, vous allez avoir des mauvaises surprises. Mais ce que je veux vous montrer surtout, c'est les deux fichiers ici. On a un fichier qui s'appelle descriptive.alcp et .plp. C'est simplement la sauvegarde du modeleur qui a été faite. Donc quand vous allez cliquer sur lancer un calcul,
nous, derrière, on sauvegarde ce fichier, ce modeler en descriptive.lcp et descriptive.plp, donc c'est simplement la version éditeur, qui fait que avec un résultat est toujours sauvegardé le modeler qui correspond à ce résultat. Donc ça c'est très important à savoir. Qu'est-ce que j'ai de plus à dire sur les résultats? Oui, si jamais vous voulez partager des résultats avec le support ou avec des collègues, ce qui est conseillé de faire, c'est pas de partager votre fichier modeler, parce que si jamais vous partagez le fichier modeler, en fait vous partagez que la saisie et vous partagez pas les résultats. Et si je lance le calcul avec votre fichier, alors moi j'ai les mêmes résultats, mais si c'est pas les mêmes versions, etc., ça pourrait changer. Donc nous, ce qu'on conseille de faire, c'est toujours faire un clic droit sur la variante ou même directement sur le dossier pour faire exporter les résultats dans un zip. Comme ça, là, donc c'est pareil sur un dossier, hein, exporter les résultats dans un zip. Ça va générer un fichier .zip qui va contenir non pas uniquement le modeler, mais en fait l'ensemble de ce qu'on retrouve là-dedans. Donc l'ensemble des résultats qui vont avec. Et là, vous êtes sûr et certain que vous avez exactement la même chose. Enfin, ce que vous envoyez, c'est exactement la même chose que ce que vous visualisez sur votre poste. Voilà pour les résultats. On va aller donc parler de l'éditeur. Bon, on en a déjà parlé pas mal de l'éditeur. Pléiade BIM ici, c'est alors là pour le coup, c'est quelque chose sur laquelle on n'a plus du tout besoin d'aller. C'était l'ancienne interface pour importer des fichiers IFC ou des fichiers BIM. Je dis que c'est l'ancienne interface parce que c'est un peu comme un logiciel à part, mais il est plus trop mis à jour. Ce qu'il faut faire maintenant quand vous voulez importer des fichiers IFC, GBXML ou autre, c'est directement aller dans le modeler et faire fichier, importer BIM. Et là, vous pouvez cliquer sur les différentes extensions que vous souhaitez importer et après importer les fichiers directement dans le modeler. Alors qu'avant, c'était importé dans cette interface Pléiade BIM et c'était un peu moins pratique. Donc là, directement dans le modeler, ça marche beaucoup mieux. Et le dernier, donc l'ACV Care, donc c'est un module un peu moins connu, c'est un module qui permet de faire donc de l'ACV non réglementaire. Donc ça se base sur les données qui ne sont pas issues de l'INES, mais qui sont issues d'une base de données qui s'appelle EcoInvent. C'est une des données suisses. Et là, pour le coup, c'est le seul logiciel qui est vraiment, enfin, logiciel de calcul qui est en dehors du modeler. Je ne peux pas cliquer dessus parce qu'il met un peu de temps à s'ouvrir, mais donc, enfin, dans l'idée, voilà, vous pouvez lancer des calculs ACV. Des fois, c'est demandé pour certains projets ou certains labels. Et voilà, tout se passe dans ce mini logiciel qui s'appelle ACV Care et qui n'est pas dans le modeler. À terme, d'ici quelques mois ou un peu plus en fonction, l'ACV Care va migrer pour être complètement intégré dans le modeler, donc il va disparaître d'ici. Mais pour l'instant, il est encore dissocié. Pour finir sur cette interface de Pléiade d'accueil, on retrouve tout en bas à gauche ici la version pour vérifier qu'on est bien sur la dernière version à jour. Alors moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de cliquer dans Configuration, dans Mise à jour, de bien cocher la case Vérifier les mises à jour au lancement. C'est bien de toujours être à jour, parce que parfois vous pouvez avoir un bug qui en fait a déjà été corrigé par la mise à jour qui suit. À chaque fois que vous ouvrez Pléiade, si cette case est cochée, vous allez avoir la petite info de mettre à jour. Mais ce qui est aussi important, c'est que c'est un lien, en fait, le numéro de la version ici, c'est un lien qui mène vers ce qu'on appelle l'historique des modifications, dans laquelle en fait on retrouve toutes les modifications, alors c'est assez succinct, hein, c'est une phrase ou deux, qui ont été apportées par cette dernière mise à jour. Donc c'est bien souvent d'aller voir qu'est-ce qui s'est passé, et on met, alors là c'était une mise à jour corrective, mais on met souvent en gras ou en rouge les éléments qui sont vraiment importants. Donc là par exemple, nouvelle application Pléiade Calc chargée d'effectuer tous les calculs en tâche de fond. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, c'est pas grave. Donc en fait, à chaque fois, allez voir au moins les messages en gras ou en rouge pour savoir un peu voilà les grandes évolutions qui ont été réalisées entre deux versions. Je vérifie que j'ai plus rien à dire sur ça en introduction. Ok, je pense que j'ai fait le tour. Je fais un petit tour de vos messages pour essayer d'y répondre avant de partir sur donc les nouveautés. Alors comme je vous disais, il y en a eu beaucoup des nouveautés.
Donc ça va peut-être prendre un peu de temps et après je répondrai. Donc après de côté, bah, je répondrai aux différentes questions que vous avez et après je finirai sur les questions que vous m'avez posées en amont, faire un peu le tour. Peut-on dessiner en code extérieur? Alors oui, alors ça j'ai vu cette question dans le questionnaire, donc j'y répondrai après. Superposer les niveaux quand le plan. Ça, je peux y répondre maintenant, oui. Donc, astuce pour bien superposer les niveaux quand le plan du niveau inférieur est différent du niveau suivant. Alors, je sais pas si c'est les niveaux de dessin ou de fond de plan. C'est pas tout à fait la même chose. Le problème, c'est que j'ai. Je vais faire une saisie au hasard. La question, c'était de comment aller à l'étage, créer un niveau, mais de bien superposer. Par exemple, cette pièce-là, j'aurais bien aimé que l'angle il soit pile à l'aplomb de celui-là. Donc là, a priori, c'est raté. Si je regarde sur la 3D, hein, c'est pas du tout à l'aplomb. Donc il y a plusieurs astuces pour faire ça. La plus simple, à mon avis, c'est un copier-coller. Vous sélectionnez en fait les points que vous souhaitez de copier et coller à l'étage du dessus. Vous pouvez utiliser la touche CTRL pour sélectionner par exemple 3 points et faire un CTRL-C, aller à l'étage, CTRL-V, et là au moins ça me colle parfaitement à l'aplomb les 3 points que j'ai sélectionnés. Si je ferme et que par exemple je voulais faire une pièce triangulaire, peu importe, là je sais que ce point-là il est parfaitement à l'aplomb de celui-là. Je peux toujours le vérifier dans la 3D, hein, mais là on a bien un aplomb parfait ici. Ça c'est une astuce de copier-coller qui est assez évidente, mais parfois on a déjà modélisé, et c'est un peu trop tard, on ne peut plus faire des copier-coller sinon ça va être un peu galère. Et donc ce qui est pratique de faire, alors là je vais essayer par exemple de juste décaler un petit peu ma saisie pour montrer. Plutôt que d'afficher ma saisie ou d'afficher un fond de plan, ce que je peux faire ici, là j'ai un outil qui dit afficher un autre niveau en fond de plan. Donc là j'ai le choix. Soit je peux afficher donc un niveau précis, soit je peux afficher niveau inférieur courant. Comme ça, si jamais j'ai 5 étages, à chaque fois que je monte d'un étage, ça m'affichera le niveau inférieur à chaque fois. Donc là, j'affiche le niveau inférieur, donc c'est le niveau 0, et je vois donc ces lignes un peu transparentes bleutées qui correspondent à tout ce qui a été dessiné au rez-de-chaussée. Et donc là, tout simplement, je peux voir que mon triangle, il n'est pas du tout axé avec le point. Donc si je le sélectionne, je peux le déplacer et j'ai mon petit carré rouge là qui me dit qu'il est pile collé. Donc là, j'ai bien déplacé mon triangle et je l'ai bien mis à l'aplomb du niveau inférieur. Je pense que ça répond bien à la question, donc voilà, pour bien superposer les niveaux. C'est vrai que c'est vraiment important, hein. Si jamais ce point il est un petit peu décalé ici, si sur une vue globale, ça se voit pas bien qu'il n'est pas superposé. Alors que si je zoome avec cette option-là, on peut bien voir que c'est pas superposé. Il y a aussi un outil qui s'appelle aligner point. Alors, je sais jamais comment il fonctionne exactement, je crois que c'est comme ça. Il faut sélectionner un point, cliquer sur aligner point, il nous demande une tolérance, donc là c'est 20 cm. Il me dit un point déplacé, et là en fait il me l'a décalé. Donc il faut bien faire attention à la tolérance, hein. Parfois ça pourrait bouger des points qu'on n'a pas envie qui se déplacent. Voilà, si jamais vous avez des petits décalages qui persistent, sélectionnez, alors là j'ai sélectionné un point, hein, mais si j'avais tout un dessin, je pourrais faire un grand rectangle de sélection et faire aligner point. Alors ça marche pas au rez-de-chaussée parce que ça aligne toujours par rapport au niveau du dessous. Donc là je fais un grand rectangle de sélection, aligner point. Voilà, il me dit qu'il y en a 0, hein, puisqu'ils sont tous bien alignés. Voilà un peu les différents les astuces voilà, pour bien superposer. Et après pour ajouter le fond de plan, c'est un peu une fois qu'on a importé un fond de plan, en fait on peut. Alors j'ai pas de fond de plan. Je vais prendre une image, peu importe. Une fois qu'on a importé un fond de plan, ce qui est important en fait, c'est de pouvoir le déplacer. Donc surtout de prendre un angle du fond de plan. Là, j'ai pas d'accroche magnétique, hein, mais j'aurai une accroche magnétique ici. De prendre l'angle et de le déplacer sur l'angle qui correspond donc à notre nouvelle saisie. Et comme ça, au moins, on sait qu'on part d'un angle de référence et que normalement, après, tout est bien agencé. Et après, il faut bien vérifier que les deux niveaux ils soient bien aussi à la même échelle. Si jamais il y a une petite différence d'échelle, on va pouvoir ici modifier un petit peu la
l'échelle du fond de plan pour être sûr que le rez-de-chaussée et le niveau ils soient bien à la même échelle et que donc quand je déplace mon fond de plan pour qu'il coïncide pile à l'angle, bah, je vérifie, enfin, je déplace cet angle-là et je vérifie que l'angle opposé, par exemple, il est bien lui aussi à la bonne échelle, quoi. Peut-on ouvrir... Ah oui, peut-on ouvrir deux projets en simultané? Oui, je voulais en parler, j'ai oublié. Euh, Vous avez dû le voir, à chaque fois que j'ouvre, que j'ai fichier ouvrir dans le modeler, ça m'écrase le modeler qui est en cours et ça ouvre le fichier que je lui demande d'ouvrir. Effectivement, de prime abord, on a l'impression qu'on peut pas ouvrir deux modelers en parallèle. Mais en fait, on peut tout simplement, si je viens ici faire un clic droit et que je clique sur Playad Mode, ça va m'ouvrir, bon alors là, du coup, il va être un peu long, mais ça va bien m'ouvrir deux modelers en simultané. Donc je vais pouvoir saisir deux modelers l'un après l'autre, ou l'un sur un écran, l'autre sur l'autre écran. Ça peut être pratique quand on fait des audits, par exemple, on va avoir le modeler de base, le modeler après travaux, et si on veut faire des comparaisons entre les deux, qu'est-ce qu'il y a sur l'un, qu'est-ce qu'il n'y a pas sur l'autre, on peut avoir ces deux modelers. Donc là, j'ai bien deux modelers qui sont complètement indépendants l'un de l'autre. C'est tout à fait possible. Euh, Il y a une question que j'ai pas répondu. Existe-t-il un tuto pour l'import de données par un fichier externe pour le calcul ACV? Euh, je crois que oui. Je crois qu'on en parle. Une sorte de webinaire, enfin un rendez-vous Pléiade spécifique à l'ACV. Et dans ce webinaire, on en parle. Donc on peut retrouver la vidéo de ce rendez-vous Pléiade. Et il y a des liens, enfin il y a des liens à chaque fois qu'on change de sujet. Donc je pense que dedans on peut retrouver la partie import de données dans laquelle on montre comment faire directement en live. Je pense que sur notre chaîne YouTube, retrouvez, cherchez Rendez-vous Pléiade, vous allez tomber dessus sur la partie ACV. Et après, comment intégrer une extension dans les scénarios de travaux en 3CL? Extension dans alors c'est un peu particulier, enfin c'est un peu très axé module comme question. Mais c'est simple, enfin, simplement enfin, pour y répondre très rapidement, c'est complètement possible. Dans un audit, si on a à la base il y a la maison et dans les travaux on prévoit de mettre une extension, une chambre en plus, peu importe, ben, vous avez simplement à la modéliser dans les travaux, mais pas dans la base, et quand même lancer les calculs, et l'audit se fait comme ça. Donc il n'y a rien de particulier à faire, il faut juste faire des variantes de travaux qui sont différentes de la variante de base, différentes en termes de géométrie, hein, mais ça reste complètement ok de faire comme ça, on peut modifier. Euh, alors il y a une image, j'ai pas trop compris Agnès Hervé, l'image, si c'était en réponse à quelque chose ou si c'était... Ah non, c'est assez en... Bon, ouais. Moi j'ai pas compris si c'était en réponse ou si c'était il y a une question. Ok, très bien. L'import de fond de plan arrive tourné par rapport à l'import de l'environnement. Effectivement, oui, il faut. En fait, enfin, de manière générale, un fond de plan, il est toujours orthonormé, c'est-à-dire que peu importe à quel endroit est le nord dans la réalité, le fond de plan est toujours tracé orthonormé, donc bien dans le bon sens, on va dire. En fait, dans Pléiade, il faut faire la même chose. Quand on importe le fond de plan, bon là c'est mon image de message d'erreur, imaginons que ce soit un dessin. Euh, Quand on apporte le fond de plan, en fait, on dessine toujours par rapport au fond de plan, même si le nord, en réalité, il est sur le côté, il est ici, et le sud là. Peu importe, en fait, on dessine comme ça, et à la toute fin, enfin, avant d'apporter le fond de plan, etc., on vient modifier l'orientation. Je rappelle que c'est ici via, si je moins 90, bon, je ratais, c'était plus 90, mais euh, donc bien le nord qui est ici, plutôt à l'est, et là, en fait, ça change rien au fond de plan, ça change rien à ma saisie. Juste que quand je vais aller importer mon fond de plan, là pour le coup, dans le fond de plan, en fait, il va bien faire la pivot, enfin, il va bien pivoter pour que le nord soit bien tourné vers la droite. Donc vraiment, les étapes principales quand on commence une saisie, c'est on importe le fond de plan, on dessine,
change l'orientation, et après on importe le... Non, pardon, on importe le... Oui, je refais. On importe le fond de plan, donc le fichier AutoCAD, le DWG. Donc on dessine, on change l'orientation, et après on va dans situation pour importer vraiment l'environnement urbain. Parce que l'environnement urbain, il dépend de l'orientation qu'on a changée. Il faut bien l'importer après avoir modifié l'orientation. Et on modifie pas l'orientation tant qu'on n'a pas bien importé le fond de plan et qu'on a bien modélisé. Ok, je vais faire une petite pause sur les questions et je vais partir donc dans la présentation des nouveautés. Euh, tac, tac, je vais les montrer en même temps, comme ça je vais faire la liste, cocher la liste de ce dont j'ai, de ce que j'ai déjà abordé. Donc calcul en tâche de fond, bah, c'est l'exemple que j'ai montré tout à l'heure dans l'historique de modification là. C'est donc ce qu'on appelle Pléiade Calc. Euh, donc deux éléments principaux à parler, plusieurs calculs simultanés. Donc c'est la grande amélioration, c'est qu'on peut lancer plusieurs calculs en même temps. Et utilisation du modeleur pendant le calcul. Avant, quand on lançait un calcul, bah, le modeleur était figé puisque c'était le modeleur qui permettait de lancer le calcul. Maintenant, ça a changé. Donc je peux vous montrer un exemple. Je vais aller prendre un fichier que j'ouvre dans le modeleur. Si je lance un calcul, je vais l'appeler lance un calcul, et là maintenant, le calcul est parti, et alors, bon, ça s'ouvre automatiquement, on peut ne pas l'ouvrir en cochant ça, mais je peux quand même aller dans mon modeleur, faire des modifications. Par exemple, je sais pas, je vais agrandir ça, je reviens dans le calcul, et je relance un calcul. Et je peux toujours aller, rester dans le modeleur, faire des modifications, faire ce que je veux, hein. Je peux même fermer le modeleur, il n'y a pas de problème. On a complètement dissocié les calculs du modeleur. Donc là, on voit la liste des calculs. Si je le ferme, c'est apparaît, on peut y retourner ici, donc à Pléiade Calc. Quand l'icône bouge, c'est qu'il est en train de calculer tout simplement. Et donc on voit donc un état de progression. Donc là, on voit par exemple que le calcul est en cours et il est fini à 97%. Et qui va lancer le deuxième calcul. Alors, en fonction des capacités de votre ordinateur, il peut lancer plusieurs calculs en même temps, ou alors il va faire un par un, et il va finir toute la liste, un par un. Vous avez ici des options pour choisir les spécificités par rapport à votre ordinateur. Pas non plus surcharger votre ordinateur pour pas qu'il rame. Mais donc là, il a bien fini les deux calculs qui apparaissent ici. Et il me les met en gras pour dire, voilà, il y a des calculs, il y a des résultats qui ont abouti. Et quand ils sont en gras, c'est que je les ai pas encore visualisés. Puisque maintenant, on peut lancer plein de calculs en même temps. On s'est dit que c'était bien de mettre un peu comme des mails lus ou non lus qui apparaissent en gras. Ce que ça a changé, c'est qu'il n'y a plus de log de calcul ici. On vous montre ici comment y avoir accès. On les retrouve directement dans Pléiade Résultats, là-dedans, dans la dernière partie, log. Quoi, oui, on peut avoir deux projets en simultané sur le modeleur. Il suffit de faire un clic droit et cliquer sur Pléiade Mode et ça va ouvrir un deuxième modeleur tout simplement. Donc voilà, donc ça c'est une grande nouveauté qui est vraiment pratique hein, quand on veut faire pour n'importe quel type de calcul, hein, quand on veut faire des petites variations et voir ce qui se passe, on peut tous les lancer. Et comme ça au moins on n'a pas à attendre à chaque fois entre deux calculs. Parce que là, je vous ai montré des exemples sur les calculs qui durent 2 minutes, mais quand les calculs durent 30 minutes ou 1 heure, des fois ça peut arriver. C'est un peu fastidieux que d'avoir à attendre pour pouvoir continuer à saisir. Ensuite, donc on a la partie cartographie. Dans le modeleur, dans la partie module, on a un nouvel outil ici qui s'appelle données de sites. Et donc, en fonction de où est-ce que je me situe, donc là on a mis Montpellier, mais on peut modifier, hein, par exemple déplacer, je clique sur le curseur rouge pour le déplacer, peu importe, ici. Une plus grande ville, là. Et là, en fait, on a accès à tout un tas de données qu'on a récupérées de différents sites internet sur de la géothermie. Donc, on a juste à renseigner
la profondeur souhaitée. Et par exemple, on peut avoir des températures moyennes du sous-sol. Donc là, on a une carte qui affiche toute la température moyenne. Si je clique, il me semblait qu'en cliquant, on avait un peu plus de détails, mais je n'ai pas encore beaucoup expérimenté ce module de calcul. On peut avoir la conductivité du sol, etc. Faire des recherches des différents réseaux de chaleur, des réseaux de froid s'il y en a. On peut avoir les plans de cadastre, par exemple. Enfin, bref, on peut avoir tout un... ah non, ça m'affiche la conductivité. On peut avoir tout un tas, le cadastre il est un peu plus localisé. On peut avoir tout un tas de données. Et qu'est-ce que je voulais savoir? Il y avait une option pour montrer montrer le détail des résultats, je sais plus où c'est exactement. Enfin, bon. Bon bref, je me perds dans mon explication. Donc voilà, on a accès à tout un tas de choses, même la zone sismique. Bon, ici on n'est pas trop concerné, nous, par la région de Montpellier. Mais voilà, donc c'est assez pratique si parfois on a sur des projets particuliers, on cherche à avoir ces informations, ben on les a toutes réunies ici. Même s'il y a des tests de réponse thermique qui ont été faits près de chez nous, etc. Voilà, on peut dézoomer hein, pour le voir sur vraiment un ensemble de la carte. Voilà, ça peut être assez pratique. J'en parle plus. Accroche du dessin par rapport à un trait. Ça, alors je crois que tout à l'heure il y a eu une question qui était relative à ça. Mince, je l'ai un peu oublié. Ah oui, peut-on dessiner en côté extérieur? C'est ça. Donc on peut complètement dessiner en côté extérieur et ça va me permettre de parler aussi de cette fonctionnalité. Dans le modeler, donc là je prends ce projet au hasard. Ce projet, celui-là. Donc on peut complètement dessiner au côté intérieur ou extérieur. Si donc là par exemple on a dessiné au côté intérieur, si j'avais voulu dessiner au côté extérieur, j'aurais simplement à modifier ici, ici, l'axe des murs pour dire que de manière générale, l'axe des murs était extérieur. Là on voit bien que mon dessin est bien à l'extérieur de la position du mur. On peut aussi mettre un personnalisé où c'est un pourcentage si c'est 80% par exemple. Si je zoome, il y a 20% à l'intérieur, 80% à l'extérieur. Ça c'est de manière générale. De manière générale, on dessine à l'intérieur ou à l'extérieur. Mais après, momentanément, on peut dire, bah, tiens, ici, je veux dessiner en côte extérieure. Ça peut être changé spécifiquement paroi par paroi ou au global du dessin. Et donc la fonctionnalité qui est assez nouvelle, c'est ce qu'on appelle un dessin de trait. Alors pour vous le montrer un peu plus... alors je vais remettre ça par défaut. Pour vous le montrer de manière un peu plus parlante, je vais aller chercher une composition plus classique. Là on est sur la composition en paille et ça me plaît pas trop. Exemple. Là, on va prendre un mur béton avec isolant générique. Et je vais l'associer à cette paroi-là. Donc, pour vous montrer cette fonctionnalité, il faut aller dans les compositions, donc dans la composition mur béton que je viens de mettre, et elle apparaît ici. Donc c'est ce qu'on appelle ligne. Et en fait, ça va définir à quel... Donc là, je vais montrer côte intérieur, côte extérieure pour le dessin. En fait, maintenant, on peut aussi choisir une cote personnalisée qui dépend de la composition, qui dépend plutôt des différents matériaux de ma composition. Donc là, on voit pas trop bien, mais il y a une ligne en vert qui est au-dessus. Je peux la mettre ici ou en dessous. En fait, ça va simplement être la référence pour dessiner, pour projeter l'épaisseur de ma composition. Si je suis en bas, ben, je vais être en côte intérieure. Si je suis en haut, je vais être en côte extérieure. Et si je suis au milieu, ben, en fait, je vais simplement être entre le béton et l'isolant. Donc là, je vais vous montrer à quoi ça correspond dans la réalité. Ici, j'ai
j'ai mon béton et mon isolant. A priori, j'ai plus d'isolant que de béton en termes de épaisseur, donc j'ai 16 cm de béton et 20 cm d'isolant. Là, je vois bien que ici, c'est un petit peu plus fin que ici. Et ça a un gros avantage de pouvoir mettre cette ligne dans une composition, surtout pour les audits, mais ça peut être, ça peut être pour d'autres modules. C'est que si je veux rajouter de l'isolant à l'intérieur, et bien, avant, ce qui se passait, alors je vous montre ce qui se passait avant, et c'était un peu gênant. Avant, on était comme ça. Donc là, on a bien dessiné à la côte intérieure. Et si je voulais rajouter de l'isolant, moi je vais prendre n'importe quoi, paille compressée, hop, je vais mettre 10 cm d'isolant. Et alors, attendez, non, ça marche plus, mon trait était... Avant, il n'y avait pas de ligne. Ok, voilà. Avant, c'était comme ça. Donc, en fait, ça a simplement augmenté l'épaisseur de ma composition. Donc, ma composition est bien plus épaisse, mais par contre, le trait de construction, il est au même endroit. Donc là, la surface de cette pièce, elle est fausse. Elle est fausse, en fait, parce que normalement, j'ai 10 cm vers l'intérieur. Et donc, c'est là où cette fonctionnalité, elle est vraiment utile. Donc, je remets mon trait au niveau du béton, donc il était là. Et là, maintenant, j'ai bien mon béton à l'intérieur et ma paille à l'intérieur. Ou alors, c'est peut-être plus, dans l'exemple, c'est plus parlant si je mets ma ligne ici plutôt. Si je modélise avec le béton, enfin tout vers l'extérieur, et que je veux faire donc un ITI, et là j'ai bien ma paille compressée qui apparaît à l'intérieur du bâtiment, et donc ma surface de la partie cuisine repas, elle a bien été modifiée. Et donc ça c'est vraiment pratique parce qu'on peut le faire donc un peu partout. On peut venir ici, on peut voir via cet outil quelles compositions ont une ligne qui est activée ou non, et on peut aller le modifier pour toutes les compositions. Je regarde au cas où il y a des questions là-dessus. Non. Au cas où que j'ai pas été clair. Oui, ça fonctionne pour tout. Alors, pour les compositions de la 3CL, ça dépend. Je suis trompé. Hop. Pour les compositions de la 3CL, c'est là. Si ma composition 3CL, elle est vraiment succincte, donc on a dit que c'était un mur comme ça, là, avec en pierre, peu importe, je mets n'importe quoi. Si on a défini la composition comme ça, là, on n'a pas d'éléments et de matériaux dans la composition. Donc là, ça fonctionnera pas. Par contre, si on est rentré dans le détail, on a ajouté ici en 3C mortier, terre crue, peu importe. Donc là, on a saisi la composition comme dans n'importe quel autre module, et là, on peut bien mettre la ligne. Donc là, ça fonctionnera bien pour les calculs 3CL. Par contre, si on est resté que sur ce type de saisie, effectivement, il n'y a pas cette option. Mais peu importe que si on est resté sur ce type de saisie, quand on apporte des travaux en ITI, en ITE, ça prend bien en compte le changement de surface, donc ça posera pas de problème. Mais oui, ça fonctionnera quand même via caractéristiques thermiques. Ok, bon, s'il n'y a pas d'autres questions, n'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure, hein, si jamais je n'ai pas été clair sur une nouveauté. Cité météo, je vais pas en parler beaucoup parce qu'on a un collègue a fait toute une vidéo qui l'explique très bien. Je vais le montrer, mais je vais pas, voilà, sinon il faudra aller voir sa vidéo directement pour rentrer plus dans les détails. Donc les principales nouveautés, c'est que on peut importer des fichiers mondiaux assez faciles, enfin qui sont plus faciles qu'avant. Avant, on pouvait le faire, mais c'était un peu plus complexe. On a des fichiers historiques, donc réels, donc les vraies données météo qui ont été relevées sur les différentes stations météo qui existent. Donc là, on peut aller vraiment savoir à Montpellier en 2024 quelle a été la température sur toute l'année. Et donc ça va être la donnée réelle. Donc ça pour les audits tertiaires, par exemple, c'est vraiment très pratique. Et meilleure visualisation des fichiers, aussi de comparaison des fichiers, c'est assez pratique. Donc je vous montre. L'interface a changé, mais il n'y a pas grand-chose qui a changé en termes de calcul. Dans la partie météo, je vais chercher un météo norme. Écrire Montpellier. Je vais prendre le pack météo norme Montpellier moyen. Donc, premièrement, sur la visualisation des données, si on clique sur visualiser les données,
Là, donc on a vraiment amélioré cette interface pour qu'elle soit un peu plus, qu'elle offre plus de possibilités. Déjà, on peut savoir quel est le nombre d'heures au-delà ou en deçà d'une température. Ça, c'est pratique, ça nous donne un peu comme un diagramme de Givoni, mais ça, c'est vraiment de la température extérieure, modifiée par l'altitude. Je sais pas si vous avez ça en tête, mais le fichier météo que vous utilisez en STD, il est toujours modifié par l'altitude. On fait varier de 6 degrés par tranche de 1000 mètres, enfin 0,6 degrés par tranche de 100 mètres. C'est linéaire. La température. Donc ce qui apparaît ici, c'est bien le fichier météo corrigé. Bon là, il y a 3 mètres, donc ça change rien, mais un peu corrigé quand même. Donc on a toujours le calcul de DJU et on a aussi des informations en plus sur les rayonnements ou autres. Et on a donc l'affichage des températures. Donc ce qui est pratique, c'est que on peut les afficher de manière journalière, horaire, mensuelle, ou je vais dézoomer, ou heatmap. Bon ça, peu de gens l'utilisent. Et donc on a ça pour les températures, mais aussi pour le rayonnement. Hop là, donc en journalier, donc diffus et direct. Les données de vent, on a créé une interface donc pour avoir une rose des vents, donc c'est quand même assez demandé parfois, ou même c'est toujours bien dans un projet de montrer les vents dominants. Si jamais on fait de la surventilation nocturne, par exemple, ça peut être pratique de montrer que ici on vous a mis en fait selon l'échelle de Beaufort, mais les occurrences des vents en fonction des plages de vitesse. Donc c'est bien de dire que voilà, globalement, on va pas ouvrir les fenêtres s'il y a plus de 7 mètres par seconde de vent. Ça peut montrer que sur l'année, il y a tant d'heures de vent. Bon bref, pareil pour l'humidité ou l'eau froide. Donc on a quand même bien amélioré cette interface, et surtout ce qui a été amélioré, c'est la comparaison. Si je veux comparer mon fichier Montpellier ici avec par exemple un fichier, où est-ce qu'il est, un peu extrême 2050, et bien je vais pouvoir voir les températures, donc voilà, entre journalières, entre de l'été là. Donc, ici c'est le fichier météo actuel qui monte à 30 degrés, et puis là c'est le fichier 2050 qui monte à 33. Donc c'est un peu plus pratique de faire des comparaisons des, des fichiers météo. On peut en comparer plusieurs ici. Et pour la partie données, enfin importation de données, en fait ici on a simplement à cliquer là, choisir où est-ce qu'on se situe. Bon, on est en Europe, Y, et en fait on va aller. Je vais pas passer beaucoup de temps sur cette fonctionnalité, je sais plus comment elle fonctionne, mais on peut. Bon, je rentre pas dans le détail. Allez voir la vidéo, elle est bien plus claire que moi. Mais voilà, on peut en fait, enfin, directement apporter les données rapidement ici. Et ici, import des données historiques. C'est un peu la même chose, sauf que là, on a l'option de choisir une date, de début de fichier météo. Donc là, on peut vraiment prendre l'année de référence qu'on souhaite depuis, je sais pas jusqu'à quand ça remonte, mais il y a quand même pas mal d'années, enfin, en tout cas depuis les années 2000. Voilà pour cette interface-là, enfin pour ce changement-là. Et si jamais vous voulez le lien de la vidéo qui en parle, je vous le mets dans la description. Ça dure je sais plus, une vingtaine de minutes, mais voilà, au moins c'est bien plus clair. Autre nouveauté, c'est les diagrammes de Sankey. Ça nous a pas mal été demandé, ça. Donc toujours dans pour la partie STD. Donc j'ai ici donc des calculs. Alors pour avoir les diagrammes de Sankey, je reviens sur le modeler. Il faut au préalable cocher ici mesure et vérification et Sankey des systèmes. Si cette case n'est pas cochée quand vous lancez un calcul, vous n'aurez pas le diagramme de Sankey. Donc, pour vos résultats que vous avez déjà, il faut nécessairement les relancer. Donc si je vais dans la partie consommation, l'onglet, j'ai relancé les calculs avec cette case cochée. J'ai bien l'onglet Sankey des systèmes. Donc là, ça affiche tout simplement un diagramme de Sankey avec l'amont, enfin de l'amont à l'aval. Ici, énergie vers génération, donc quelles sont les énergies qui partent du réseau urbain et qui vont jusqu'à
chauffage, donc jusqu'au kilowattheure vraiment qui est émis par l'émetteur. Et après, on a ici coché pour voir les pertes. Donc, on a un petit peu de perte ici du réseau de chaleur qui va donc en perte là. Et là, on a une pompe à chaleur, donc on voit bien la partie électricité, donc la partie environnement. Donc, c'est simplement pour représenter le COP de la pompe à chaleur qui fournit du froid avec des pertes, avec une partie effet Joule qui va aller gérer de l'ECS. Et on a également une partie génération vert émetteur. Alors là, c'est pas très lisible. Parce que en fait, j'ai une énorme quantité d'émetteurs dans ce projet. Donc voilà, c'est un peu la limite de ce 100K, c'est que il est pratique sur les petits projets, mais quand on a plein d'émetteurs, c'est pas très lisible. Mais si je vous montre sur un autre, c'était ici, hop là, sur un autre diagramme de 100K, donc là on a de l'électricité qui fait à la fois du froid et du chauffage, l'environnement qui fait aussi les deux, et du gaz. Et si je mets génération vert émetteur, donc là il y a moins d'émetteurs, donc on a une unité intérieure qui est alimentée par le DRV, et un aérotherme qui est alimenté par la chaudière avec un peu d'électricité en appoint. Et les pertes. Donc là, voilà, on n'a pas les quantités qui s'affichent directement. C'est un module qu'on a utilisé qui ne le permet pas. Mais par contre, quand vous restez avec votre curseur sur un élément, donc là on voit 67 000 kWh, et à la fin, il y en a 60 700, pardon. 60 000, non mais il y a la même quantité ici, ok. Pas très parlant pour cet exemple-là, je montre un autre. Donc voilà, donc là on a 22 000 d'électricité et en froid on a seulement 12 000 et le reste de chauffage. Donc on peut quand même voir à peu près les valeurs, mais malheureusement on n'a pas pu montrer mettre des petites étiquettes pour que ce soit beaucoup plus lisible. Avant-dernière, calcul ACV sans énergie, donc ça a été demandé depuis très longtemps. C'est de pouvoir lancer un calcul ACV uniquement, pas de calcul énergie. Je vais vous montrer avec cette variante-là. Avant, ce qui était nécessaire, c'était de lancer un calcul RE 2020 énergie pour pouvoir lancer un calcul ACV. C'était nécessaire d'avoir cette base de résultats énergie. Maintenant, donc là, j'ai une saisie RE 2020, bon, elle est toute vide. Ma RE 2020 SCV dans laquelle j'ai mis juste un élément pour l'exemple, je crois qu'il est un élément au hasard. Et quand je vais dans les calculs, donc je retrouve les mêmes options qu'avant, calcul énergie et ACV en même temps, si on a fait les deux. Mais je retrouve ici la partie calcul ACV sans calcul énergie. Ça demande quand même d'afficher l'onglet RE 2020 énergie, de dessiner une pièce, peu importe, au moins de la bonne surface de référence, enfin non, même peu importe. Ici de mettre la surface, donc la vraie surface de référence, donc là j'ai mis 200 mètres carrés, et voilà, c'est tout. Il faut juste au moins créer une pièce fictive, peu importe, et bien mettre la surface de référence ici dans le groupe, sinon ça va vous bloquer au moment du calcul. Et là voilà, on peut lancer un calcul, et dans les résultats, on va avoir uniquement lycée construction, et rien d'autre. Dernière nouveauté, donc c'est l'analyse coût global, donc là ça va intéresser ceux qui font des audits. Et en fait, c'est une fonctionnalité qui mélange la STD et les audits selon la méthode de la 3CL. Si je regarde donc dans ma partie DPO audit, j'ai un résultat, donc audit OK là. Donc j'ai un résultat, bon, peu importe là ce que j'ai saisi, j'ai parcours en une étape et parcours par étape pour aller jusqu'à la variante B. J'ai un nouvel onglet ici, analyse du coût global, qui me demande de sélectionner donc une facture et ce que je veux, quelle est l'étape que je veux analyser. Donc là, j'ai coché l'étape finale. Et donc, je vais faire suivant. Et donc là, ça va me demander les factures. Donc en fait, je fais mon audit, mais forcément, hein, c'est un calcul réglementaire. Mon audit, quand il me dit que globalement, je consomme coût énergie enfin, à l'état de base, c'est ici, que je consomme entre 3 000 et 4 000 euros par an d'énergie, bah, en fait, c'est jamais vrai. Enfin, les factures de vos clients sont jamais égales à ce que le DPE vous donne comme information. Ou alors c'est un peu
un cas exceptionnel. Donc nous, ce qu'on a voulu faire, c'est une corrélation entre le calcul réglementaire et la réalité pour derrière, en fait, réussir à avoir un résultat après travaux qui soit corrigé par les corrections qu'on a apportées entre les factures et l'état de base. Il suffit de renseigner les factures ici, donc j'ai mis 8000 kWh d'électricité, 20 000 de gaz, etc., 3 stères de bois, le coût de l'énergie. Donc là, bon, on a juste une représentation de ce que ça fait au total. Je fais suivant. Et là, je vois en fait, donc, entre mes factures et avant travaux, j'ai pas j'ai pas les mêmes choses en énergie ni en coût. Je vois que je consomme plus avec mes factures, mais que ça me coûte globalement moins. Et donc, le travail qu'il va falloir faire, c'est de modifier le résultat, on va dire, avant travaux, en fonction de mes factures, pour que ici, j'arrive à la même, je sais pas combien c'est, mais c'est la somme de ces trois valeurs, mais à peu près à 32 000 kWh. Et donc, pour faire ça, je vais lancer un modèle avant travaux, le modèle de base, mais en version STD. Et ce qui est caché derrière ça, c'est en fait, il y a une modélisation STD très simple. Donc, on a pris celle du DPE, mais on l'a très simplifiée. Et je vais avoir des curseurs ici pour modifier. Par exemple, si les DGU, mais si mes factures, elles ont été faites sur une année où les DGU sont différentes du calcul du DPE de base, forcément, ça va avoir un impact. Donc, je peux ici modifier mes DGU, modifier ma conso électrique, je l'ai baissé un peu par exemple, modifier la perméabilité. Peut-être que le DPE, il considère que la perméabilité, elle est très mauvaise, alors qu'en fait, je sais que dans la réalité, on a refait des jours il n'y a pas longtemps, donc elle est un peu meilleure. La consommation électrique, donc je veux savoir si, je sais pas, imaginons que que le client ait beaucoup de consommation électrique, parce qu'il y a, pour X ou Y raison, on va pouvoir modifier ici tout un tas de paramètres, mais qui restent très simplifiés par rapport à la STD. Même la température, hein, tout simplement, la méthode Russell, elle dit qu'on chauffe à 19 degrés. Mais si votre client il chauffe à 22, bah, vous pouvez dire, bah, très bien, moi, je chauffage constant à 22 degrés. Comme ça, là, on va bien voir la différence. Donc ça, pas dans le détail, mais c'est un mini scénario qui est appliqué à ce calcul. Donc là, vous pouvez modifier pas mal de critères, calculer le modèle avant travaux. Ça peut prendre quelques secondes. Là, en fait, c'est pour faire coïncider ce résultat de mini STD par rapport aux factures de votre client. Et après, on va relancer un calcul STD après travaux pour que vous puissiez dire à votre client, mais voilà, euh, la méthode 3CL après travaux, elle dit que vous allez consommer tant, mais d'après des calculs un peu plus précis et qui sont un peu plus liés à votre résultat du bâtiment, après travaux, vous serez plutôt dans tel ordre de grandeur de gain. Là, le calcul, bon, on va dire qu'on est à peu près arrivé à la même consommation. Il y a des changements qui ne nécessitent pas de relancer les calculs. Par exemple, le lien entre base et appoint dans la méthode, c'est 80 à 20%. Et si votre client il vous dit qu'il a pratiquement jamais recours à l'appoint, on peut monter à 90% par exemple, 95, 100, peu importe. On voit ici que ça fait bien modifier la partie avant travaux. Une fois que ça c'est fait, on va dans la variante après travaux. On relance le calcul STD et là normalement je crois que je l'ai déjà lancé. Ouais, faut quand même que je le relance. Et donc là, on va avoir le résultat final après travaux en termes de coûts et de consommation, et ce qui peut vous permettre de donner à votre client une analyse en coût global. Donc ici, ça c'est avant travaux. Donc là, on a du négatif parce qu'on a mis des PV dans les travaux. Et au moins, ça peut vous donner, alors c'est un exemple, hein, mais qui donne un temps de retour sur 28 ans qui sera un peu plus fin que juste les travaux de la méthode 3CL qui, elles, ne sont pas dépendantes de la réalité du bâtiment du client. On peut mettre des inflations sur les différents vecteurs énergétiques, etc., ou rajouter des aides financières, etc. Je vois sur le photovoltaïque, imaginons qu'il y ait 10 000 euros d'aide financière, bon, ben, on passe à 26 ans au lieu de 28 sur le temps de retour. Et tout ça, ça peut être directement intégré. Donc, une fois qu'on a bien fait ces calculs, quand on génère c'est que ça que je voulais faire, pardon, un PDF à la toute fin. Donc on a ici une partie 11 sur 11.
et à laquelle on peut ajouter les résultats de ce petit calcul en coût global qui apparaîtra directement en annexe du PDF de l'audit. Voilà, j'ai dû passer beaucoup de temps dessus. Je m'arrête là. Peut-être qu'on fera une vidéo spécifique à comment il fonctionne, ou alors juste on le détaillera bien dans la documentation à voir. Donc voilà pour les nouveautés. C'est un peu tout ce qu'on a là. Est-ce que vous avez des questions sur tout ça, ou est-ce que je peux passer directement un peu aux réponses que j'ai fait, enfin des questions qui ont été posées en préalable. Bon, je vois, il n'y a pas de... Ah, peut-être une question qui arrive. Alors du coup, je vérifie dans le QR aussi, mais bon, ok. Il n'y a rien. Le temps que la question ou les questions arrivent, je vais revenir sur ce que vous avez posé en amont. Alors il y a quelqu'un qui m'a posé une question sur les parois diabatiques, de comment est-ce qu'on modélise une paroi diabatique, mais la question était peut-être pas assez, enfin, un peu trop vague. Disons qu'une paroi diabatique, ça dépend de ce qu'on veut en faire en fait, qu'est-ce qu'on a derrière, et de manière générale, on n'a pas à modéliser une paroi diabatique sur un calcul. Euh, les cas où ça arrive, enfin, les seuls cas que je vois moi, c'est quand on a par exemple un calcul réglementaire dans lequel on a un local de process. Là, on n'a pas du tout envie de prendre en compte, enfin même réglementairement, on n'a pas à prendre en compte ce local de process, et donc en fait, il faut l'exclure du calcul. Alors, si je vous montre ce que ça rend, bon, imaginons là, on a un local de process en plein milieu de mon bâtiment. Simplement, si je viens ici zoner, pardon, ici je viens zoner mon bâtiment, que pour l'instant tout est dans mon groupe, mais dans pièces non zonées, je viens mettre cette pièce-là. À partir du moment où elle est dans pièces non zonées, elle n'est pas envoyée au moteur de calcul. Je pourrais aussi faire simplement surface exclue de la RE 2020, je coche cette pièce-là, et donc toutes les surfaces de cette pièce, enfin là ça c'est pour la surface au sol, alors que la partie vraiment pièce non zonée, c'est l'ensemble de la pièce. Donc les 6 murs, en l'occurrence, de cette pièce-là. Donc qui ne seront pas envoyés au moteur de calcul. Donc en fait, euh, si cette pièce elle était à cheval comme ça, par exemple à cheval sur un mur, ça voudrait dire que cette paroi-là n'est pas du tout considérée de même que toutes les autres parois de cette pièce. C'est comme s'il y avait un trou dans le bâtiment, mais qu'il n'y a aucun échange ni aérolique ni thermique vers cette pièce-là. Donc ça c'est une, euh, une façon de voir la paroi adiabatique. Si on n'est pas en calcul réglementaire, en STD par exemple, j'imagine que c'est, je sais pas si on a un voisin qui est, on modélise un appartement, on sait que le voisin il chauffe à la même température, donc on veut pas modéliser d'échange. Euh, Simplement, on va aller ici, imaginons que là il y a notre voisin ici. Je peux mettre ça donc en STD. Et en fait, je vais appliquer un contact. Alors, du coup, pardon, en fait, j'ai pas du tout besoin de le modéliser. Je vais appliquer un contact à cette paroi-là, donc mitoyen, mitoyen identique. Donc, si je regarde à quoi ça correspond, les contacts mitoyens identiques, bon, simplement, mitoyen identique, c'est que la température de l'autre côté est toujours la même que la température à l'intérieur de la zone. Donc, la température identique. Ça, pour le coup, ça va rendre une paroi qui sera adiabatique, puisque la température, il y aura toujours la même, donc il n'y aura aucun échange. Et on peut aussi mettre une température fixe, par exemple, à 22 degrés, ou à, je sais pas, peut-être on va dire 17 degrés, en se disant, peut-être que mon voisin, il chauffe moins que moi, donc, voilà, mais en fait, voilà, la notion de paroi adiabatique, elle dépend vraiment de ce qu'on veut en faire derrière. En RE 2020, parfois, on a même, l'occasion de dire que toute une paroi donne sur un autre bâtiment qui est hors périmètre de calcul, etc. Enfin, ou qui n'est pas soumis au calcul. Par exemple, un bâtiment de bureau qui donne sur, j'ai plus en liste bon bref, sur un usage qui est hors RE 2020. Là, pour le coup, vous pourrez aussi, avec cet outil, dire qu'un mur est ouvert.
Ah oui, pardon. Ça va fonctionner. Ah, c'est que j'ai peut-être ça, que j'ai une erreur qui fait que ça fonctionne pas. Déclarer une paroi ouverte. Ça ne peut pas fonctionner. Donc voilà, déclarer une paroi ouverte, ça fait que la paroi, si elle est ouverte, c'est elle a plus de déperdition, donc en fait, elle n'est pas envoyée au moteur de calcul. Je ne comprends pas pourquoi ça fonctionne pas dans ce cas spécifique. Ah voilà, j'ai pas pris la bonne option. Là, la paroi elle est ouverte, donc si je lance un calcul RE 2020, il y aura aucun échange via cette paroi, puisqu'elle n'existera pas dans le moteur de calcul. Alors, je lis la question. Une présentation sur l'analyse spécifique, l'analyse des coûts. Est-ce que spécifiquement aux audits ou sur autre chose aussi? Parce qu'on a toujours une partie en STD, on a aussi une partie globale. On peut comparer deux variantes et regarder un petit peu l'évolution des coûts sur les deux variantes en mettant donc le, le prix des modifications, enfin, le coût que ça va avoir de faire les travaux et donc du coup le retour sur investissement. Mais effectivement, oui, on pourrait faire une présentation un peu plus. Ok, bah, je pourrais faire à l'avenir une vidéo qui en parle un peu plus précisément. Pas de problème. Euh, on a une question sur Vimeo, pareil pour rester dans le sujet de l'audit. L'utilisation de Vimeo est complètement possible. J'ai plus sous la main le fichier IFC. On avait récupéré, on avait fait des tests, donc on a été contacté par Vimeo pour savoir la compatibilité. Ils nous avaient envoyé deux fichiers IFC d'un appartement, je crois, ou d'une petite maison. Et on avait eu des très bonnes compatibilités, enfin, en tout cas sur ces deux fichiers-là, des bons retours. Et après, j'ai eu des bons retours d'utilisateurs aussi. Il y a un fichier de l'appartement où il y avait juste un point, par exemple, quand on apportait quelque chose un peu comme ça. Il y avait un point qui était un petit peu comme ça. Il fallait juste bien le remettre, que ça fasse un rectangle. Et l'autre fichier était complètement fonctionnel. On pouvait lancer un calcul directement dessus. Donc de manière générale, enfin, en tout cas jusque là, on a eu peu que des bons retours sur Vimeo et des bonnes compatibilités de leur IFC. Ouais. Ça me fait rejoindre une autre question. Alors, quelqu'un qui était intéressé par Grasshopper et je sais plus quoi, quel logiciel d'IFC. Je crois pas que ces deux logiciels-là, j'ai plus en tête les logiciels. Ouais, c'était des logiciels de modélisation. Ce qui fonctionne très bien, c'est Revit ou alors Allplan ou Archicad. C'est des logiciels qui permettent de générer des IFC ou des GBXML qui ont vraiment les bonnes données pour Pléiade. Mais par exemple, si on veut modéliser faire du BIM avec SketchUp, par exemple, en fait, SketchUp, il dessine, quand on fait un dessin sur SketchUp, tout est en feuille de papier, en quelque sorte. C'est toutes les compositions, les parois, elles ont pas d'épaisseur. Et ça, nous, c'est pas possible d'apporter un fichier BIM de composition qui n'ont pas d'épaisseur. Donc c'est pour ça que même si on fait aucun paramètre dans Revit, et on peut pas importer le fichier IFC dans Pléiade. Il faut, quand on exporte les fichiers, il faut bien penser à sélectionner tout un tas de paramètres et de propriétés de la maquette pour que ce soit récupérable, pour qu'on ait vraiment bien les murs, les planchers, les toitures, etc. Et donc ça, je crois que, enfin, voilà, je me rappelle plus exactement les logiciels, mais je crois qu'il y avait Rhino Rhino et je sais plus. Et voilà, je crois que ces logiciels ils sont un peu comme SketchUp et ils ne permettent pas d'avoir toutes les caractéristiques nécessaires à ce que nous on puisse importer l'IFC. Quoi d'autre? Oui, c'est ça, Grasshopper et Rhino 3D. Je crois que c'était les deux qui étaient dans la question. Ouais. Ladybug, je connais pas, donc je ne saurais pas vous dire.
Ah oui, on a une question sur, question plutôt d'ordre général sur les licences étudiants. Si vous êtes étudiant, envoyez un mail à contact@isudeba.fr pour demander une licence Pléiade étudiant. Vous allez avoir accès aux mêmes fonctionnalités, hein, enfin à Pléiade classique, sauf que enfin, avec un justificatif, on fait des licences gratuites pour les étudiants. Ou alors directement via votre université, normalement, si vous utilisez Pléiade via l'université, ils ont des licences à attribuer spécifiquement aux étudiants. Donc vous pouvez les contacter, vos professeurs référents directement. Connaissances indispensables pour prendre en main Pléiade. La question c'était est-ce qu'il y a des connaissances indispensables pour bien prendre en main Pléiade au début. Première connaissance indispensable a priori, mais ça paraît logique, hein, mais c'est bien de le redire, c'est de connaître tout simplement un minima la thermique du bâtiment. Parce que c'est effectivement mais ça vaut pour n'importe quel logiciel de simulation, hein. On va avoir tout un tas ici de données à remplir, de caractéristiques à remplir, à renseigner, et si jamais on maîtrise pas trop bien la thermique du bâtiment, c'est compliqué de savoir qu'est-ce qu'on doit renseigner. Là, on a des inerties quotidiennes, séquentielles, etc. Si on n'a pas trop de notions de thermique, c'est sûr que c'est beaucoup plus complexe de prendre en main un logiciel de thermique. Mais enfin voilà, je voulais juste refaire le mentionner. Mais parce que ça aide beaucoup en fait simplement à comprendre un petit peu ce qui est demandé je sais pas, quand on remplit une pompe à chaleur, il y a pas mal de critères de fonctionnement, enfin de paramètres de fonctionnement, et ça aide beaucoup. Après, des connaissances indispensables, à part le monde de la thermique, pas particulièrement. Il n'y a pas de connaissances, on va dire, en développement, enfin ou autre. Il n'y a pas. On essaie de faire en sorte que ce soit assez logique et que les éléments soient à des endroits faciles à retrouver. C'est pas toujours évident, hein, mais euh, euh, là où je peux aider par contre, c'est plutôt sur les ressources disponibles pour bien prendre en main Pléiade. Euh, la première ressource, si je montre un navigateur, ça va être la documentation. Celle-là, on y a accès en cliquant ici sur documentation. Là-dedans, il y a énormément d'informations et elles sont bien rangées comme dans Pléiade. Si par exemple, je me pose une question sur, ici je suis dans la partie RE 2020 et dans la partie inertie, je me demande ce que c'est l'inertie quotidienne ou séquentielle, je retiens où est-ce que je me trouve. Donc là, je suis bien dans le modeler, je suis dans l'onglet RE 2020 énergie et je suis dans la partie groupe. Et dans le groupe, là j'ai les caractéristiques du groupe avec notamment l'inertie. Donc dans la documentation, je vais faire le même schéma de raisonnement. Je suis où dans le modeler? J'étais dans la partie, dans l'onglet RE 2020 énergie, dans la partie groupe. Donc là, dans la partie groupe, je vais avoir tout un tas d'informations et on va retrouver, si je déroule un peu, la partie inertie. Donc là, on retrouve des informations sur l'inertie et on donne deux, trois indications sur la partie séquentielle, journalière, etc., etc. Donc voilà, il y a toujours un peu cette logique de où est-ce que je me trouve dans Pléiade pour aller chercher dans la documentation quelque chose en particulier. Si c'est plutôt des questions, allez voir dans la foire aux questions directement. On a pas mal de sujets de foire aux questions qui peuvent pas mal vous débloquer, surtout sur les erreurs de moteur de calcul, par exemple. Enfin, sur les erreurs de manière générale. Donc il y a ça, il y a aussi, si vous allez sur notre site internet, dans la partie logiciel, palette pédagogique, c'est un support qui a été créé de base pour les professeurs dans les universités, pour les étudiants, dans laquelle on retrouve une introduction à la saisie et aux différents modules de calcul. Vous avez simplement à renseigner ici le formulaire et vous faites envoyer, vous allez recevoir un lien de téléchargement dans lequel en fait c'est un peu des pas à pas très très simplifiés, hein, juste pour découvrir le module et comment on saisit en fait de zéro jusqu'à lancer le calcul. Mais voilà, c'est bien fait pas à pas. À chaque fois, il y a des images, où est-ce qu'il faut cliquer, etc. Donc ça, pour un début, c'est très bien. Et sinon, après, il y a nos vidéos, hein, pareil, accessibles ici, dans lesquelles vous allez retrouver des. Et alors, il y a plusieurs vidéos qui commencent à dater de quelques années sur le dessin.
qui vous remontre comment dessiner de mémoire, c'est un appartement en plein pied, enfin une sorte de petite maison. Et après, il y a plein de vidéos de tutoriels sur des modules spécifiques ou autres. Donc de connaissances indispensables, à part la thermique, non. Et sinon, après, voilà, bien prendre le temps de regarder les différentes ressources. Et sinon, tout simplement, prendre une formation. On a un bon catalogue de formations sur un peu l'ensemble des modules. Donc n'hésitez pas à regarder. Donc, on prend une formation. Globalement, c'est soit chez nous, donc à Montpellier, enfin à côté, à Fabrègues, soit à Paris. Tac, tac, tac. J'ai fait un peu tout ça. Alors, j'ai fait un tour dans la question au cas où. Euh, oui, comment dessiner... Alors, attendez, je remonte les questions. Tac. Comment dessiner rapidement une trémie? J'ai montré l'outil tout à l'heure, donc l'outil des parois ouvertes. Imaginons que cette pièce-là, ce soit une trémie d'escalier, parce qu'à l'étage, il y aura donc un escalier en colimaçon. On n'a pas envie de prendre en compte cette surface dans, dans les dans la chape. Donc en fait, on peut simplement. Donc là, j'ai dessiné. Ça, c'est une pièce qui est fermée. Donc je peux très bien déclarer ouvert. Alors soit en séparateur de plancher, soit en séparateur de pièces. Là, je vais laisser séparateur de pièces. Donc là, j'ai ouvert mes parois. En fait, ici, il n'y a plus de parois réelles. Hein, c'est plus que des traits de construction. Et si jamais j'étais... là, ça marche pas parce que c'est à l'étage. Enfin, c'est au rez-de-chaussée, mais je vais faire ça à l'étage. Si jamais cette pièce-là, c'est bien une trémie, je vais cliquer je vais sélectionner ici plancher ouvert. Je vais cliquer dessus, donc là, ça apparaît en jaune. Et si je regarde en 3D, je vais bien voir ici que, alors là, c'est un projet un peu bizarre parce qu'il y a toute une paroi qui est ouverte. Et ici, là, j'ai pas de surface. On voit bien, si j'affiche pas la toiture, on voit bien qu'on voit le rez-de-chaussée depuis ce trou ici qui correspond à la trémie. Et donc, s'il y a un trou ici, c'est que la surface n'existe pas dans la saisie. Par contre, pour le rez-de-chaussée, on va pas faire ça parce que sinon, il y aurait pas le contact avec le sol, donc on n'aurait pas les déviations avec le sol. Ce qu'on va faire, c'est simplement dire que, alors, en fonction de notre saisie, par exemple en RE 2020, on va dire exclure la surface de la chab, voilà, tout simplement. Donc là, cette surface-là, elle est exclue de la SRT, donc la surface d'emprise au sol de l'escalier, par exemple. Soit on exclut quand c'est sur les niveaux intermédiaires, soit au rez-de-chaussée, on a juste à exclure de la chab ou de la SRT. Par rapport aux usages à venir de la RE 2020, oui, on a, des informations, ça dépend quelles informations. Ah non, sur les usages pas encore éligibles. Normalement, au 1er janvier 2026, ils vont sortir tous les usages à venir, mais alors j'ai plus en tête exactement quels usages ou non vont arriver. Mais normalement, voilà, 1er janvier 2026, la très grande majorité des usages vont être applicables. Toiture entièrement vitrée, comme on l'a fait au niveau des parois. Toiture entièrement vitrée, oui, complètement. Si je viens modéliser, alors je corrige juste ce que j'ai fait là. Si je viens modéliser une toiture simple, faire ça comme ça. Là, juste pour vous montrer, donc j'ai fait ça au rez-de-chaussée. Je me suis trompé. Faire ça à l'étage, ce sera un peu plus cohérent. Voilà, on a une toiture toute simple à l'étage, un peu comme un bipant. Si je veux que tout soit, que la moitié par exemple ici soit bien vitré, je vais simplement cliquer sur cet outil-là pour sélectionner donc une des deux parois, enfin, une des deux toitures, pardon. Et je dis que cette face est un vitrage incliné. Je peux aller saisir ici le type de fenêtre. Bon là, je laisse fenêtre par défaut. Et dans la 3D, on verra bien. Alors là, on le voit pas trop bien, hein, mais c'est un bleu un peu léger.
Là, on a une toiture entièrement vitrée. J'aurais pu le faire uniquement sur une partie de la toiture, hein. Mais voilà, là, c'est sur l'ensemble de la toiture qui est toute vitrée. Si la toiture elle est pas inclinée, c'est exactement la même chose, hein. Je fais la même chose sur ma toiture. C'est une face vitrage incliné. Et là, donc, j'ai bien une toiture plate qui est vitrée. Là, les trois éléments de ma toiture sont tous les trois vitrés. On voit d'ailleurs ici une fenêtre de toit. Fenêtre de toit. Ok, pas d'autres questions. Je crois que j'avais encore une dernière question notée en amont. C'est sur les occultations. C'est vrai que ça revient souvent enfin, on l'explique en formation. On a une différence ici entre scénario d'occultation. On peut créer des occultations. Alors là, c'est pour la STT spécifiquement. On peut créer des scénarios d'occultation et les appliquer directement à des menuiseries. Enfin bon, je vous montre de entier. Je vais apporter quelque chose, ce sera plus rapide. Donc, ici, je vais mettre une fenêtre. Et donc, je peux appliquer à ma fenêtre, ici, un scénario, c'est ici, pardon, un scénario d'occultation. Voilà, mon scénario d'occultation, je l'applique à la paroi, enfin, c'est à l'ensemble de la paroi. Ou alors, je peux avoir dans ma menuiserie des protections. Je vais aller en apporter une au hasard. Donc, dans ma fenêtre, j'ai pas de fenêtre, mais pas grave. Je vais en chercher une. Dans ma fenêtre, je peux ajouter une protection ici. Donc, la protection que je suis allé chercher tout à l'heure, en roulable. C'est pas bon. Bon, ça me donne 2-3 messages d'infos, mais voilà, là je peux mettre une protection et préciser, bon là ma fenêtre elle a aucune info, hein, mais donc là j'aurai une fenêtre qui aura déjà une protection intégrée. Donc si jamais je laisse ma saisie comme elle est actuellement, donc là j'ai une fenêtre avec un scénario d'occultation, mais ma fenêtre elle intègre aussi un scénario enfin elle intègre un store déjà. En fait ça va faire doublon. Alors soit soit c'est voulu, hein. Ça peut être le cas, par exemple si jamais on a une espèce de brise-soleil sur tout le long d'une façade, un peu en treillis, un peu ajouré, quoi. On saurait pas trop comment modéliser ça, donc on pourrait mettre un scénario d'occultation, par exemple de dire que globalement ça occulte 80% ou 20% du rayonnement solaire. Donc ça, on l'applique en scénario d'occultation sur toute la façade. Mais mes fenêtres peuvent quand même avoir des volets. Et donc en fait les deux sont complètement sont cumulables. En fait, juste pour l'historique, le scénario d'occultation, c'était l'ancienne façon de faire. Si on avait un store, ben on passait par un scénario d'occultation. Mais depuis quelques années, on a rajouté la possibilité en STD en tout cas, de saisir des protections directement intégrées aux menuiseries. Et donc en fait, c'est juste que voilà, on a laissé l'ancienne façon de faire parce qu'on s'est dit que dans certains cas, on pouvait préférer l'une ou l'autre, ou parfois les deux en même temps. Euh, voilà, c'était pour cette question-là. Et ah oui, si j'avais une dernière question notée, c'était sur les différences entre déperdition totale et la somme des déperditions par pièce. Là, je vous invite, alors je me rappelle plus qui a posé cette question. Ah bah, a priori, c'est vous. Euh, je vous invite à aller voir donc dans la documentation, dans la partie rapport aux questions du chauffage, du dimensionnement. On l'explique ici. En fait, c'est la méthode qui est faite comme ça. La méthode, elle se passe dans le pire des cas. Et dans le pire des cas, on estime que pièce par pièce, les infiltrations sont doublées pour simuler, enfin en tout cas par partie de bâtiment, les infiltrations sont doublées pour être dans le pire des cas qui serait que toutes les infiltrations sont que via une seule façade. Je ne rentre pas dans le détail, c'est la méthode, la norme 12831 qui est faite comme ça. Mais du coup, même si à l'ensemble du bâtiment, les infiltrations elles sont pas doublées, et pour prendre ce cas défavorable, pièce par pièce, c'est bien doublé. Et donc,
pièce par pièce, c'est doublé, donc forcément on a des déviations un peu plus élevées pièce par pièce. Et à l'ensemble du bâtiment, les infiltrations ne sont pas doublées. Donc forcément, la somme des pièces aura des déviations un peu plus importantes que l'ensemble du bâtiment. Ça c'est vrai, mais pour l'ensemble du bâtiment. Si on regarde partie de bâtiment par partie de bâtiment, la somme des pièces est bien égale aux déviations de la partie de bâtiment. Ça c'est une des explications. La deuxième explication, c'est les déperditions qui sont entre parties de bâtiment, qui sont pas pris en compte dans un cas et dans l'autre. Et la dernière explication, c'est si jamais vous avez imaginons une pièce en plein milieu du bâtiment qui est chauffée à 22 degrés. Cette pièce-là, elle va avoir des déperditions vers ses voisines, puisque ses voisines, elles vont être à 19 par exemple, et on lui demande de chauffer à 22, donc elle va avoir des déperditions. Là, cette pièce qui est au plein milieu du bâtiment a des déperditions. Par contre, au niveau global du bâtiment, que cette pièce soit chauffée à 22 ou à 1000 degrés, en fait, si elle est au plein milieu du bâtiment, elle n'a pas de surface déperditive. Donc forcément, le bâtiment, lui, l'enveloppe du bâtiment, les parois déperditives du bâtiment, elles vont pas bouger. Que cette pièce en plein milieu soit chauffée à 19 ou à 50, la déperdition globale du bâtiment sera la même. Donc c'est pour ça que si jamais vous avez des différences de température de consigne en module de dimensionnement de chauffage, ça peut aussi faire des changements sur la somme faire des différences entre la somme des pièces et le global du bâtiment. Mais cette différence, elle est complètement normale. Il faut savoir que si vous modélisez un immeuble, que vous avez des différents appartements, entre appartements, bah, mon voisin, il est là très bien, il chauffe à la même température que moi, très bien. Et s'il n'est pas là, il va avoir une température, ma température de contact, elle va être beaucoup plus basse, et donc je vais avoir à chauffer un peu plus. Et c'est ça qui fait que on dimensionne des pièces par pièce des émetteurs un peu plus, de manière un peu plus conséquente que l'ensemble de la dépénation de l'immeuble. C'est une différence qui est normale. Est-ce que là, pour le coup, j'ai vraiment fait le tour de mes questions qui étaient posées en amont. Et il est 12h08, donc j'ai un peu dépassé, mais c'est pas grave. Voilà, bon, je laisse 2 minutes au cas où si jamais vous avez 2-3 questions encore à arriver. Et sinon, si jamais des fois je suis allé un petit peu vite, normalement, on a l'habitude de garder en vidéo ma présentation, et donc elle sera disponible sur la chaîne de 18 Energy sur YouTube. Si jamais voilà, c'était un peu vite à un moment et que vous voulez le revoir, ce sera disponible d'ici quelques jours, le temps que je la traite, que j'accélère des passages qui sont un peu longs peut-être, etc. Bon ben voilà, pour ceux qui n'ont pas de dernières questions, on terminera on termine là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée en tout cas. Et merci d'avoir participé à ce webinaire.